Disons qu'en termes généraux, au cours des dernières années, les économies latino-américaines marquent le pas. C'est-à-dire qu'elles ont un comportement relativement médiocre, notamment après 2014. Ce comportement dont nous allons revenir dans un instant, sur lequel nous allons revenir dans un instant, et contraste avec les performances que l'on a eues pendant la décennie 2003 et 2013. Pendant cette période-là, les économies latino-américaines ont progressé à un rythme annuel de 4%. On considère ça une décennie de prospérité que nous avons analysée dans les détails dans une publication, les enjeux du développement en Amérique latine, publication de l'Institut des Amériques avec l'Agence française de développement. Cette décennie de prospérité a été surtout le résultat d'une très bonne situation de la région latino-américaine pour ce qui est des prix et des quantités exportées des matières premières. Nous savons que l'Amérique latine est une zone dont la dotation en termes de facteurs de production est très marquée par le fait d'être une zone de ressources naturelles, d'exportation de matières premières, de pétrole, de cuivre, d'autres métaux, production agroalimentaire. Ce super cycle de matières premières, alimenté surtout par la demande chinoise, a permis une croissance très forte, mais il s'est épuisé lorsque justement ce prix des matières premières ont commencé à reculer, à diminuer en 2013-2014. Et donc la dernière période, 2014-2018, nous la considérons une décennie, une demi-décennie perdue pour le développement, puisque la croissance a été faible quand il y a eu la croissance de quelques pourcents. L'année dernière, par exemple, 1,2, 1,3% pour l'ensemble de la région, en 2018. Il y a eu 2 années de récession, 2015-2016, dans la région latino-américaine. Et en termes généraux, le PIB par habitant a reculé légèrement, ce qui a évidemment contribué à dégrader les indicateurs sociaux. La pauvreté s'est remise à croître alors qu'elle avait diminué de manière importante dans les années 2013. Il y a des économies de taille moyenne plutôt, qui sont plutôt bien portées, enfin qui ont connu une croissance honorable au cours de ces dernières années, entre 2 et 4%, par exemple en 2018, pour la Colombie, le Pérou, le Chili. Et il y a même des petites économies qui sont les plus finalement dynamiques de la région latino-américaine, qui ont connu des taux de croissance de 4, 5% et plus au cours de ces dernières années. Je pense au cas de Panama en Amérique centrale, la situation de la République dominicaine dans les Caraïbes, ou la situation de la Bolivie ou du Paraguay en Amérique du Sud. Et en même temps, il y a des économies qui ont connu plutôt une situation de récession, de graves problèmes. Par exemple, si l'on prend 2018, il y a dans une situation récessive le Nicaragua et le Venezuela, 2 pays aux prises avec des graves problèmes aussi politiques, des tensions sociales, etc., et des polarisations, mais qui ont connu des récessions très fortes, plus fortes et plus marquées dans le cas du Venezuela, et qui est aussi aux prises avec une situation d'inflation très, très élevée, d'hyperinflation même. Et puis le cas de l'Argentine aussi, qui a connu une récession importante, disons en 2018, et du fait d'un renversement des flux des capitaux, une économie qui est très dépendante des entrées des capitaux, avec un déficit extérieur, ce que les économistes appellent un déficit du compte courant. Il reste les 2 économies les plus grandes de la région, le Brésil et le Mexique. Le Brésil connaît une reprise, disons, très laborieuse, avec des taux de croissance faibles, disons, en 2017 et 2018, après une forte récession en 2015 et en 2016. Et après l'élection du président Bolsonaro, on annonce un programme de privatisation, et ceci a suscité, disons, une réaction très favorable des marchés, mais ce n'est pas sûr pour autant que ça se traduise par une reprise de la croissance et une dynamique, disons, d'expansion soutenue de l'économie brésilienne, parce qu'il y a aussi des mesures où l'objectif de garder une certaine austérité salariale et budgétaire, et il y a la principale réforme que ce gouvernement voudrait faire passer, qui est la réforme du régime de retraite, qui elle-même suscite pas mal de polémiques et de discussions au Brésil,
Donc ce n'est pas assuré que ces programmes de réforme passent, ce n'est pas sûr que ce gouvernement puisse être, disons, puisse exercer une gouvernance efficace du pays. Le Mexique, enfin, a connu aussi une élection présidentielle très importante en 2018, et là, de manière absolument majoritaire, avec 53% des voix, le président López Obrador s'est imposé. À la différence du Brésil, il y a une majorité parlementaire qui soutient l'action du président López Obrador, qui, avec une approche que l'on pourrait qualifier de centre-gauche, a lancé, disons, la perspective, disons, de s'attaquer de front aux grands problèmes de ce pays, à savoir la corruption, l'insécurité et la pauvreté. Donc on est face à une situation nouvelle où le Mexique, comme le Brésil, sans avoir eu de récession en 2015 ou 2016, est caractérisé par une croissance assez médiocre, disons, une croissance qui est toujours, depuis plusieurs années, de 2 et quelques pourcents. Le défi pour ce pays est un défi justement de réduire la dépendance à l'égard de la dynamique exportatrice basée sur des salaires faibles, disons, les industries dites maquiladoras de ce pays, et pouvoir enclencher une dynamique plus vertueuse avec une plus grande valeur ajoutée dans le secteur industriel, et en même temps, cette transformation qui devrait donner plus de productivité, par exemple, et qui est une évolution de long terme, bien évidemment, le gouvernement souhaite que ça aille de pair avec un soutien, un dynamisme plus important de la demande domestique, et qui a été relativement défaillante au cours de ces dernières années. Le grand défi, ça continue à être donc la diversification productive, de rendre plus complexe l'appareil productif, s'intégrer davantage aux chaînes globales des valeurs et développer même des chaînes régionales des valeurs, chose que les processus d'intégration économique qu'on a mis en place, qui sont divers et variés en Amérique latine, n'ont pas obtenu. Et en même temps, chercher à développer aussi un dynamisme économique qui préserve l'environnement, qui est un autre élément très important. C'est pour ça que l'on réfléchit beaucoup ces dernières années en Amérique latine à quelles seraient les coalitions de forces, disons, qui permettraient de développer ce qu'on appelle une économie du changement climatique, c'est-à-dire à faire avancer un certain nombre de forces sociales et politiques dans la prise en compte des problèmes climatiques, et de développer l'économie tout en préservant l'environnement. Et là, par rapport à ces grands objectifs, n'est-ce pas, de préservation de l'environnement, de lutte pour l'amélioration du progrès social, en quelque sorte, et la diversification productive, question évoquée par exemple dans le dernier rapport de l'OCDE et d'autres institutions, la CEPAL, et la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, qui vient d'être publié, qui vient de sortir là, en mars 2019, le rapport annuel qui s'appelle LEO, Latin American Economic Outlook de l'OCDE. On pointe ces questions-là, et en fait, malheureusement, on ne voit pas bien de quelle manière on va progresser, en tout cas dans ces 2 années 2019-2020, dans un contexte de croissance morose. Et lorsque, par exemple, on voit, notamment dans le cas du Brésil, un gouvernement qui semble peu soucieux, n'est-ce pas, de l'environnement et de ces thématiques-là, par exemple, qu'on a évoquées. Donc, voilà, ça, c'est les grands défis pour la région. Mais à court terme, on est peut-être obligé de constater que on ne voit pas comment on pourrait faire des progrès substantiels dans cette perspective-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.